messieurs, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cette émission, le tribunal de l'actualité. Nous sommes mercredi. C'est la 3e convocation de la semaine. Tout un plaisir de vous retrouver. Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, alors qu'un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Ces propos sont de Winston Churchill. Stabilité en cette journée du 12 juin 2019. Bienvenue au tribunal de l'actualité. Je suis Lukman Sanfo, président du tribunal de juge au siège. À ma droite, c'est Geoffroy Vaha. Ma gauche, Bernard Bougma. Bonjour à tous les deux. Bonjour Président, bonjour Juge Vaha, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour Juge Bougma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau du tribunal de l'actualité. Mesdames, Messieurs, vous nous suivez en direct et de façon simultanée sur la radio 100% urbaine à la fréquence 100.8 à Ouagadougou. À Bobo de Lasso, c'est sur la 105.5 sur radio LPC Bobo de Lasso. Tinkodogo 104.7 à radio LPC Tinkodogo. Et puis à travers la télé interactive True TV, accessible sur le Burkina Canal+, au numéro 254, mais aussi sur la TNT du Burkina Faso. C'est très important de le préciser. Alors ce matin, le tribunal a été saisi par un citoyen pour se prononcer au sujet des changements opérés souvent à la tête de certaines institutions dans notre pays, souvent jugés inopportuns par une certaine opinion. Et c'est là, à la lumière de ces nominations, ces derniers temps, en remplacement de quelques responsables, pourtant jugés très compétents et même en plein chantier d'innovation. Du coup, on se pose la question, quelle est la base sur laquelle on doit privilégier en tout cas ces changements lorsqu'on veut opérer des changements à la tête des institutions? Est-ce qu'on tient compte des conséquences pour l'institution et pour le pays? C'est la première interrogation de cette émission, le tribunal de l'actualité. Et dans la deuxième partie, on va s'intéresser à la situation des 83 agents dont le test de recrutement au compte de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS avait été annulé pour des présumées fraudes. Alors après plus d'un an de lutte dans cette affaire, les concernés estiment que trop c'est trop. Ils dénoncent donc avec la dernière énergie le mutisme et le mépris de la direction. Ce sont leurs propos. Donc ils ont donc commencé à mettre en exécution leur menace de tenir des sittings en vue de contraindre les responsables de l'institution et de revenir sur leur décision parce que la justice, selon eux, a tranché en leur faveur. Donc hier, un sitting a eu lieu à l'intérieur de la caisse pour passer un message clair qui ne négocierait pas pour leur réintégration, surtout que devant la loi, ils ont eu gain de cause. Voici les deux sujets principaux pour cette émission du tribunal de l'actualité, mais la première partie nous permet aussi d'aborder les autres aspects de l'actualité nationale et internationale. Juste après ceci. Alors, on commence cette partie de l'émission, les avant-propos, par Bernard Bougma, qui va nous parler de politique. Merci Président. Effectivement, vous avez vendredi dernier, j'en parlais au niveau des avant-propos de la situation au CDP. Hier, c'est une conférence de presse de ce même CDP qui a eu lieu pour annoncer effectivement la tenue du congrès le 16 juin. Mais là, d'entrée de jeu, le vice-président Achille Tapsoba a été clair, je cite, le congrès du 16 juin prochain n'est nullement le congrès de désignation des candidats du parti à l'élection de 2020, mais pour toiletter nos textes afin d'être en adéquation avec nos délibérations. Donc, effectivement, il y a de la difficulté au niveau du CDP parce qu'il y en a qui s'affirment être candidats d'aucune chapelle et après qui reviennent dire pourquoi pas avec le CDP. Vous avez des cadres, effectivement, qui soutiennent cette démarche. Je parle de la candidature de cadre Désiré Ouedraogo, ce qui est déjà une difficulté à gérer au niveau du parti. L'autre difficulté, c'est le nombre des membres du bureau politique national, de 600 au sortir du congrès. Ils disent que pour des circonstances particulières, ils sont actuellement plus de 1000 membres. Là également, ça fait jaser parce que pour certains, ce sont des personnes acquises à la cause du président actuel, Idi Kombouego, à qui on prête à tort ou à raison des velléités des candidatures pour 2020. Une autre paire de manches, c'est cette lettre de Blaise Compaoré aussi qui divise au niveau de ce parti, comme je l'avais dit. Blaise Compaoré qui avait demandé du temps quand il avait été sollicité pour intervenir au niveau du CDP, qui avait demandé du temps compte tenu de la délicatesse du sujet et répondre après. Donc une réponse est venue, mais c'est que si la première lettre qui était arrivée qui dit permettez-moi de prendre du temps avait eu l'assentiment des uns et des autres, cette fois-ci il y a du doute. Il y en a qui disent que la lettre est partie de Ouagadougou pour que Blaise signe sans dire, et d'autres également qui disent que c'est M. Kombouego qui l'a
rédigé est venu faire accepter ça au niveau du parti. Et donc, en clair, en un mot comme un mille, je ne suis pas juriste, mais je me dis que c'est une accusation de faux, usage de faux qui est lancée aussi à l'encontre du président. Je disais vendredi que pour faire un tel papier, il faut avoir plus qu'un cœur de lion. Parce que bon, pour des gens qui connaissent la loi, s'amuser à attribuer une lettre à Blaise Compaoré dans ces circonstances-là, il faut réfléchir par 2 fois. Mais je ne peux pas donner ma main à couper parce que nous sommes dans le domaine politique. Bref, pour terminer, c'est aussi l'affaire d'Asmani Daniel Sawadogo qui démissionne du bureau exécutif national mais pas du parti et qui lance à la fin « Vive le CDP de Blaise Compaoré », laissant croire qu'on a un autre CDP et qui est différent de celui de Blaise Compaoré. Donc tout mis ensemble, c'est-à-dire qu'on a un congrès qui s'annonce avec beaucoup plus de défis à relever si le parti veut garder sa sérénité pour affronter 2020 et les autres échéances électorales à venir. Autrement dit, effectivement, il y a de la matière. Alors, nous ne savons pas comment est-ce que les choses vont se passer, mais pour tout porte à croire que c'est un défi, comme ils disent que c'est pour être en adéquation avec leur texte et puis la réalité du terrain. Et on attendra de voir à l'issue de ce congrès-là comment est-ce que les choses vont se dérouler. Mais en tout cas, il y a des disputes au niveau du CDP et comme je l'avais dit vendredi, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment d'en avoir parce que 2020 et les autres s'activent. Et tout porte à croire que ce congrès extraordinaire sera très déterminant pour la vie du parti. Très déterminant pour la vie du parti et l'avenir politique de certains militants aussi. Parce qu'il y a 2 déjà qui avaient claqué la porte quand la lettre a été lue pour dire que c'est Blaise qui a dit de se conformer à un certain nombre de réalités, les conditionnalités pour être candidat. 2 avaient déjà claqué la porte ce jour même du BPN. D'accord, c'est une situation que nous suivons aussi de très près et nous allons inviter sur ce plateau les différents responsables de ce parti à bien vouloir se prononcer pour situer l'opinion sur la question. Geoffroy Vara, c'est à vous pour votre avant-propos. Merci Président. Moi j'aurais 2 avant-propos. On avait déjà abordé la question ici en sujet, mais il y a eu un genre de suite. C'est la sortie malheureuse, notamment de Henri Konan Bédié. C'est peu même que de dire cela, mais les propos qui étaient tenus n'étaient pas du tout intéressants, surtout lorsqu'on connaît comment la Côte d'Ivoire a connu des années sombres du fait de positions ou de discours haineux, notamment souvent du monde politique. On se disait qu'il y aurait peut-être un genre de, comment dire cela, un genre de ressaisissement là-dessus, mais on se rend compte que le communicant même du parti, je pense c'est Bion, qui lui aussi revient notamment sur les mises en garde qui ont été celles du pouvoir relativement à la sortie de leur président, et il continue de justifier un peu ce que l'on a entendu, et pour moi c'est quand même assez triste. Je pense que aujourd'hui, quand on parle de partis politiques ou de cadres ou de personnes qui animent ces sphères-là, ce n'est pas suivre même dans l'erreur. Il faut qu'il y ait des voix qui rappellent qu'il est des pas qu'il ne faut pas faire, il y a des choses qu'il ne faut pas franchir, parce que on a quand même une Côte d'Ivoire qui dans son histoire récente a connu certaines douleurs, parce que ces mêmes personnes-là, du fait de leur mésentente, ont entraîné tout un peuple dans un genre d'histoire très sombre. Et pour moi, c'est des choses à condamner, et il n'y a pas à justifier quoi que ce soit. Tout le monde peut se tromper dans son propos ou s'exprimer, dire des choses qui ne sont pas forcément très clairement ce qu'on voulait, mais si dans le fond c'est ce que vous vouliez dire, c'est que c'est très sombre et c'est vilain, c'est pas joli à voir ce qui est sorti de ce Henri Konan Bédié là. Et je dis encore, à un moment donné, il faut savoir se ressaisir. C'était l'actualité ivoirienne. Autre actualité, revenir sur le cas malien avec l'attaque qu'il y a eu à Souban, le village, et on a vu ces sorties là, parce que l'inhumation c'était quoi, lundi, les premières inhumations, il y avait le gouverneur qui était là, il y avait d'autres élus, il y avait des élus locaux qui étaient là, il y avait le gouverneur, des élus locaux et évidemment les parents des victimes. On a entendu le gouverneur dire que le bilan de 95 morts c'est nettement dit ça, et qu'il y a un genre de surestimation qui a été faite et tout, alors que les élus locaux, c'est les maires qui étaient là, eux ils maintiennent les chiffres. Donc il y a un genre de guerre des chiffres déjà sur ce chapitre là. Depuis on a eu beaucoup
beaucoup d'autres témoignages qui font état même de pratiquement plus de la centaine de morts. Dans tous les cas, l'officiel ne va pas jusqu'à ces chiffres-là, mais c'est traditionnel aussi. Et lorsqu'on a ce genre d'attaque-là, vous savez, la douleur et les choses qui entourent ces moments difficiles-là font qu'on ne perçoit plus les choses de la même façon. Même si, quoi qu'on dise, un cadavre reste un cadavre, et là-dessus, on ne peut pas se tromper sur les chiffres. Mais il y a un genre de guerre qui se fait, c'est pas ça le plus important, mais le nombre de morts déjà pour nous, il est criard. Et je dis encore, ça met à mal la réponse en matière de sécurité qui est celle de ce pays-là, conjuguée avec l'offre qui est celle aussi des forces étrangères qu'ils ont acceptées sur leur sol. Il y a beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui, mais pour moi, l'heure n'est plus à la guerre des chiffres. L'heure est à donner une réponse très claire et sécuriser les Maliens. D'accord. Merci à vous, juge de l'actualité Bernard Bouma et Geoffroy Vara, pour cette première partie de l'émission. Mesdames, Messieurs, à présent, on va porter un jugement sur la première affaire. Vous savez que votre émission, le tribunal de l'actualité, se veut être l'expression de la liberté d'expression, l'expression de la démocratie. Et on vous a dit aussi qu'il est possible de nous saisir pour qu'on puisse se prononcer sur certaines affaires spécifiques. Et suite à cela, un citoyen nous a saisi rien qu'hier pour nous demander de porter un jugement sur ce qu'il constate et qui est aussi partagé par plus d'un Burkinabé, à savoir les changements inopportuns à la tête de certaines institutions dans notre pays, parce qu'il est travailleur d'une institution de la place, que nous tairons le nom, et dit que le changement opéré dernièrement a touché tout le personnel qui est mal en point, parce que la personne qui a été changée était dans une dynamique d'innovation, de changement, était en plein chantier pour l'institution en question. Alors du coup, on va se poser la question, comment est-ce que on voit ce phénomène, la problématique soulevée. Alors Bernard, pour parler de départ, il faut aussi d'abord parler d'arrivée. Quel est votre regard de ces personnes qui sont nommées à la tête d'une institution? Est-ce que vous estimez que la compétence est le premier point qui est mis en avant pour appeler certaines personnes à gouverner nos institutions? Bon, la compétence, c'est d'abord normalement le premier critère qui devait être effectivement mis en jeu en de pareilles circonstances. Ça devrait l'être. C'est d'abord ce qu'on devrait pouvoir avoir. Parce qu'il s'agit d'hommes ou de femmes appelés à de hautes responsabilités qui doivent conduire des hommes et des femmes également pour produire du résultat. Donc le choix basé sur la compétence doit être déterminant. C'est d'ailleurs le premier déterminant. L'autre déterminant, c'est la confiance. Vous êtes compétent, mais moi je ne vous fais pas confiance par rapport à un certain nombre de choses. C'est très difficile. Donc je vous fais confiance, mais vous n'êtes pas aussi à la hauteur de la tâche. Là aussi c'est difficile. Donc c'est de pouvoir trouver des hommes compétents et à qui on a confiance pour effectivement confier les responsabilités. Donc en plus maintenant des autres critères, selon maintenant les exigences du poste et puis le profil, il y a donc les deux éléments dont je parle vont au-delà de tout ce qu'il y a comme contenu dans le CV, profil, oui. Après tout, il y a deux déterminants, compétence et confiance. Parce qu'il s'agit de nomination et c'est quelqu'un qui valide. Ce n'est pas une élection où c'est plusieurs personnes qui valident sur la base également de critères différents. Donc, pour un conseiller municipal, les élus qui viennent valider, en général, ne se soucient pas de savoir son niveau d'instruction, sa capacité de gérer des hommes. Ce n'est pas ça qui est... Parce que vous élisez des conseillers qui vont aller après désigner le maire. Mais quand il s'agit d'une nomination à qui vous voulez confier de la responsabilité, effectivement, les enjeux dépassent un certain nombre de choses. Et là, parfois, il y en a qui sollicitent des cabinets spécialisés dans le domaine du recrutement pour le faire en fonction des enjeux. Et même pour certaines sociétés au niveau de l'État. On a vu au niveau du recrutement de l'ancien directeur général de l'ENAREF, M. Yarou qui a fini son mandat. On l'a vu avec Bibia Robert Sangaré à la tête de l'hôpital Yalagado en son temps, et puis d'autres institutions qui avaient été recrutées sur concours. Dieu sait qui avait été enclenché sous Tertius Songo. Bon, pour le moment... à un moment donné, on n'en entend plus parler, mais ça avait été fortement recommandé. Je pense que dans ce sens-là, la mesure n'était pas encore abrogée. Mais les nominations également étant politiques, il faut également le dire. Donc, parfois, les uns et les autres font fi de ces dispositions-là pour pouvoir mettre des hommes qu'ils veulent. Donc, c'est en ce moment-là que les choses changent. Donc, compétence, confiance, et puis maintenant,
le process par lequel la personne va venir. Donc c'est la procédure par laquelle la personne viendra. Est-ce que ça va être sur concours? Est-ce que maintenant ça va être une consultation sérieuse? C'est allô, monsieur Va, est-ce que vous ne connaissez pas quelqu'un qui est bon dans ce domaine-là, à qui vous avez confiance, que vous pouvez me recommander? Donc en ce moment, vous, président qui appelez Geoffroy pour dire de vous proposer quelqu'un, vous fondez maintenant, tout votre espoir repose sur Geoffroy. Ce n'est pas sur la personne que Geoffroy va recommander. Parce que si Geoffroy dit qu'il est compétent, c'est un homme de confiance, il a confiance en lui, il est à la hauteur de tout et tout et tout. Est-ce que Geoffroy, vous êtes sûr de celui qui vous me recommandez là? Si vous êtes sûr, il dit non, si c'est lui, non, tu n'as pas à regretter, puis je ne peux pas te recommander quelqu'un qui n'est pas à la hauteur. Donc il arrive qu'effectivement, il y a ces genres de consultations aussi qui se font pour pouvoir effectivement nommer des gens. Ou on part chercher ailleurs, comme le dit l'oiseau rare. Pour venir, on est allé chercher Paul Kabatieba depuis Dakar. C'est la richesse de l'oiseau rare qui a envoyé ça. Donc, mais voilà, donc en fonction des enjeux, il y a des choix qu'on fait. Donc, c'est déjà pour dire comment est-ce que les recrutements ou les nominations, certaines nominations se font au niveau du Burkina Faso. C'est déjà d'entrer en matière. Et Geoffroy, il y en a qui estiment que c'est absurde au Burkina Faso parce qu'on aime dire telle personne est bien, elle semble être compétente, mais n'est pas bien pour diriger, n'est pas bien pour occuper un certain poste de responsabilité. On l'a souvent entendu quand on parle du professeur Laurent Gbado, on a dit oui, il est intelligent, mais il n'est pas bien pour être président du Faso. Comment est-ce que vous appréciez ce type d'argument? Bon, ça c'est des approches empiriques de situation. C'est quelquefois aussi c'est comment dire cela, c'est des analyses fiction. Bon, pour arriver à la présidence, on connaît, c'est après des élections. Vous avez un programme qui est lu, qui est apprécié. Vous avez une personne, une carrure qui plaît. Vous avez auprès des populations un capital sympathie des plus importants. Et puis c'est la rencontre entre un homme et puis son peuple. Les choses peuvent se décider d'un trait et puis vous succédez vous arrivez à cette chaise présidentielle là, mais étant entendu que derrière il y a toute une équipe, il y a toute une machine. On a connu pour ce qui est du Burkina Faso, en termes d'histoire, le faiseur de roi, c'est Salifou Diallo. Tous ceux qui l'ont accompagné en termes de direction de campagne, il les a placés là où il voulait. Ça a été cela, donc il y a beaucoup de facteurs. Donc là, maintenant dire. Ça c'est ce qui est des élections, hein. Oui, mais vous parliez d'un cas, non? Vous parliez de. Moi j'aime être pratique et pragmatique. Sur ce cas, bon, dire que le temps ne peut pas être président, c'est trop facile. Quand le jeu commence, il y a une question de. Il y a beaucoup de paramètres, c'est ce dont je veux parler. Mais c'est vrai, au Burkina, on entend beaucoup ce genre de choses là. Ah lui, mais c'est des approches empiriques. C'est ce que moi je pense. Maintenant, vous parliez de nomination tout à l'heure. Pour moi, on parle de poste. Donc, maintenant, pour moi, il faut faire il faut pas amalgamer. Pour moi, il est des coins stratégiques où la confiance en termes de teneur est plus consistante que comment dire cela, que la question des capacités. Pas que ce soit négligeable, mais c'est ce qui vient en premier. Parce que n'oublions pas que quand vous êtes élu, c'est sur la base d'une vision. Je prends le cas du président du Faso, c'est sur la base d'une vision, c'est sur la base d'un programme, c'est sur la base d'un process pour arriver à une destination que vous voulez pour le Burkinabé, qui est leur bonheur. Et pour vous, voilà le chemin, voilà ce que vous avez tracé, vous l'avez expliqué dans différents secteurs. Donc vous allez avec des gens qui épousent aussi cette vision, ou bien qui, même s'ils ne l'épousent pas, peuvent l'accompagner au mieux avec l'engagement qu'ils prennent vis-à-vis de vous. Donc quand ils acceptent de venir, c'est pour appliquer votre thérapie. C'est pas pour expliquer la leur. Parce que après, vous serez jugé sur le succès de la thérapie que vous avez eu à appliquer. Maintenant, si vous vous entourez de personnes qui viennent appliquer leur thérapie, à la fin, vous allez payer pour leur choix. Donc, il faut concéder aussi à celui qui par la démocratie est parvenu à arriver au pouvoir, d'être comptable des choix qu'il aura fait et donc de les assumer.
Donc il faut lui donner la largesse aussi de faire, pour moi, c'est un choix au regard de la confiance qu'il a, au regard de la façon dont il sent l'alignement en termes de longueur d'onde sur certains choix, et ça c'est une réalité. Donc au-delà des compétences, il y a ce paramètre-là qu'il faut prendre en compte. Maintenant, il a des postes qui sont purement techniques, qui sont très techniques, où, comme on dit souvent, vous ne voulez pas, vous allez aller appeler certaines personnes. Je prends un exemple qu'on connaît quand même assez en Côte d'Ivoire, et on a vu quelqu'un comme Gbagbo Laurent, quand il est arrivé, il a dit qu'il avait autant de cerveau pour faire 3-4, comme il appelait ça, gouvernement. Mais sur certaines questions techniques où il fallait aller chercher de l'argent ailleurs, les Kablans d'un camp sont allés les chercher, qui étaient très très loin en termes de comment dire ça, en termes de vision même et en termes d'idéologie. Ils sont allés les chercher parce que c'est des techniciens du domaine. Ils connaissent les rouages. Et ça, c'est leur vie. Pendant longtemps, ils l'ont fait. Donc, ça, c'est des réalités. Comprenez? Et ça, comme au Burkina, c'est les gens. Donc, il y a des postes stratégiques où, bon, vous vous accommodez quelquefois même comment dire ça, de certaines dissensions que vous avez ou de clivage profond en termes de vision. Mais ce que vous regardez, avant tout, c'est la qualité de l'homme et la contribution qui peut être la sienne, parce que c'est une personne de ressources pour ce qui est du domaine. Et vous n'avez pas le choix. Donc c'est cette conjugaison c'est cette conjugaison de choses-là qui, pour moi, permet d'avoir un genre d'attelage qui est la couleur claire de l'émanation de vous, et puis de ceux dont vous vous accommodez pour atteindre un certain nombre de résultats. C'est un peu pour moi comment je peux déjà résumer les choses. Mais c'est clair aussi que peut-être que je suis allé trop vite en besoin, peut-être qu'il faille commencer par faire un diagnostic de la situation pour ce qui est du Burkina Faso. Parce que là on est encore dans des concepts, on est très est-ce que au regard pas précis du tout. Comme l'a dit le citoyen qui nous a confié ce sujet, est-ce que c'est aussi votre constat quand vous regardez les nominations ces dernières années, pour ne pas dire ces derniers mois, on va dire les conclusions, les conseils des ministres est-ce que il vous arrive de voir certains changements et vous dites quel gâchis? Non, mais président, là où vous voulez m'envoyer, c'est un terrain glissant. Comme on parle du constat de quelqu'un. C'est un diagnostic du tribunal. Comme on parle du diagnostic de quelqu'un, ça va être intéressant que vous nous présentiez son diagnostic, et puis on allait pouvoir peut-être échanger sur certains cas. Ça va être plus précis pour nous. Maintenant, nous qui regardons l'actualité tout le temps et qui la commentons, on se réveille, on voit les choix qui sont ceux de personnes qui ont été élues. Je l'ai dit encore une fois. Et souvent, ce que l'on attend, c'est qu'après le processus démocratique, donc après la démocratie, ce qu'on attend de celui qui est là dans sa décision et dans ses choix, c'est la méritocratie. Ou celui qu'on met, c'est par rapport au mérite. Mais il n'y a pas que le mérite. Oui, parce que quand je le dis ainsi, quand il y a ce type de changement, tout le monde semble dire, nous prenons acte, on attend de le voir. On prend un exemple simple. Alors qu'il pourrait avoir un avis là-dessus. On prend un exemple simple de ce qu'on a vu comme difficulté récemment. On prend le ministère de l'économie et des finances. Et on avait Dame Sori, qui avait un capital sympathique quand même intéressant, qui donnait pour beaucoup l'impression de quelqu'un qui travaillait et qui était courageux dans certains choix qu'elle faisait. N'est-ce pas? Mais elle a été changée. Et quand elle a été changée, on a vu l'orientation que sur certaines questions qui étaient majeures et sur lesquelles il y avait beaucoup de prudence, on a vu comment le vent a tourné là-dessus. Parce qu'à un moment donné aussi, celui qui est là, il regarde les tenants, les aboutissants, les enjeux d'un certain nombre de choses. Je pense qu'avec Roselyne Coulibaly, il y a beaucoup de choses qui ne seraient pas passées. Il y a beaucoup de décisions, ou plutôt la tendance de certaines négociations ne pourrait pas aller avec elle à l'intérieur. C'est une réalité. Donc à un moment donné, même les choix des personnes se font au regard d'éléments qui ne sont pas dans l'essence même des questions de compétences ou quoi que ce soit. Il y a des visions quelquefois qui à un moment donné ne vont plus ensemble, et il y en a qui s'en accommodent, qui vous disent ok, si c'est comme ça que vous voulez qu'on fasse, on va faire comme ça. Il y en a qui vous disent ok, si c'est pas comme ça, moi je préfère partir. C'est ça aussi la réalité. Parce que vous vouliez un cas, moi j'en ai pris un. Maintenant, si vous avez d'autres cas, peut-être qu'on pourrait être... Non, c'est avenant de se prononcer. Pour vous, les nominations dont on dit que ce sont des complaisances, est-ce que c'est une vue de l'esprit ou c'est une réalité au Burkina? Non, il y a des nominations de complaisance.
mais pas toutes les nominations. Donc, parce que la nomination aussi a un critère politique, là il ne faut pas... Parce qu'il s'agit d'un choix de la personne qui nomme. Donc à un moment donné, les considérations politiques rentrent en ligne de mire. Monsieur ou madame n'est pas compétent ou compétente, mais dans sa province d'origine, c'est un atout électoral. Qu'est-ce qu'on fait pour les prochaines échéances? Il faut le placer à un niveau qui puisse lui mettre en lumière et qui puisse également regarder certains militants, faire en sorte que les militants puissent à un moment donné dire que bon, nous aussi nous sommes pris en compte parce que notre leader avec qui nous le connaissons, voilà. Parce que ici le système électoral aussi est tel que les uns et les autres s'identifient à des hommes, pas forcément à des convictions idéologiques ou des visions de parti. C'est d'abord à des hommes qu'on se... La référence, c'est ça. Diabré l'avait d'ailleurs relevé dans une de ses interviews après les élections de 2015 dans Jeune Afrique, où il disait que à la création du parti, le défi était de faire quoi? Alors on continue, on prend des jeunes cadres, donc du privé et du public, on crée le parti avec eux, qui sont techniquement compétents, mais politiquement qui ont tout à faire, tout à refaire, ou tout à prendre. Parce qu'il y en a qui venaient de commencer leurs premières armes politiques à l'UPC, d'autres avaient de l'expérience dans d'autres partis, mais pas à un certain niveau. Donc beaucoup étaient aussi des parfaits inconnus. Les figures du proue, c'était celui d'ailleurs qui a claqué la porte, qui est maintenant la présidente du Faso. Et donc, ces choses-là n'ont pas facilité Armand Wali, voilà, l'ancien député. Maintenant, c'est pas Élysée? Oui. Vous dites? C'est pas Élysée? Non, Armand Wali. D'accord, ok. Alors, il y avait Élysée, oui, il y avait Élysée, mais je parle, pour le moment, je parle d'Armand Wali. D'accord. Donc, l'autre paire de manches que Diabré a soulevé, c'était l'autre défi. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des cadres, des anciens cadres de partis politiques, comme le CDP par exemple, qui étaient intéressés. Mais compte tenu de leur passé, des casseroles que ces messieurs ou ces dames traîneraient, il fallait regarder. Est-ce qu'on prend les mêmes? Auquel cas, est-ce qu'on aurait innové? Est-ce qu'on ne va pas être désavoué? Mais ce qui est curieux, c'est que ces mêmes messieurs, ces mêmes dames qui traîneraient des casseroles sont les mêmes qui ont les bases et qui font élire. Contrairement aux jeunes compétents qui, pour le moment, n'ont aucune casserole, mais qui ne peuvent pas réunir suffisamment de militants. Donc l'UPC a longtemps réfléchi à cette dynamique et finalement a pris la première option. Et les élections, ça paye cash, là, il a dit. Parce que si vous avez des cadres, comme aujourd'hui, le 4e vice-président de l'UPC, Amadou Diemdioda Diko, je ne dis pas que lui traîne des casseroles, c'est la précision. Mais je dis que c'est un ancien, c'est un fin politique qui a régné sur ses bases, pratiquement. C'est un fief, oui. Oui, et quand il a claqué la porte de l'ODP-MT, CDP, et puis il est allé lancer son parti politique, il a toujours été député à l'Assemblée nationale, ministre, député, vous ne toujours pouvez, battu le parti au pouvoir. Comme vous le dites, vous ne pouvez pas avec lui. Dans sa zone, comme pour parler comme l'homme de la rue de Ouaga. Donc, mais quand vous n'avez pas ce genre de cadre aussi, qu'est-ce que vous faites? Donc c'était un défi pour l'UPC en son temps. La réalité aussi, c'est ce qui fait qu'il y a des nominations de complaisance. À un moment donné, parce que celui qui nomme tient compte aussi des choix politiques, des critères politiques et de ce que la personne représente. Dans notre gouvernement, ça c'est la réalité du militantisme. Mais dans l'administration, dans notre gouvernement, on dit qu'il y a 2 ministres comme ça. On ne m'a pas donné les noms, mais on m'a dit qu'il y a 2 ministres comme ça, qui mobilisent dans leur base. Il ne faut pas, attention, c'est pas forcément compétent, mais on fait comment? Mais bon, l'informateur a refusé de citer les noms. J'ai dit c'est pas vrai, il dit c'est vrai. Bon, on s'est arrêté là. C'est possible. Bon, c'est facile. Maintenant, au niveau de l'administration, mais c'est la même chose. Hein. Il y a des cadres, il y a des DG de sociétés qui ne sont pas forcément à la hauteur du challenge. Ça, il ne faut pas qu'on se voie la face. Ils ne sont pas à la hauteur du challenge, à l'allumage comme à l'arrivée. Bon, monsieur est là pour autre chose, mais pas forcément pour avoir du résultat. Donc il y a cette réalité-là aussi, mais pas seulement au Burkina. Pas seulement au Burkina, même au-delà des frontières burkinabées. Vous voyez le proche de Macron, Benalla, qui a été épinglé dans les coups qu'il administrait aux manifestants. Mais jusqu'à présent, les Français se sont posé la question de savoir quelles sont les relations entre ce monsieur-là et Macron. Parce que même après avoir été, compte tenu de la situation, mise à l'écart, il a effectué certaines missions. Donc les uns et les autres se posent pourquoi. Et son salaire, c'est un salaire faramineux. Les Français se posent la question de savoir pourquoi. Il y a quelle autre raison
pour qu'il soit le protégé de Jupiter. Il doit avoir d'autres raisons que Jupiter et Benalla seuls savent. Donc en réalité, il y a ces éléments-là qui rentrent en ligne de compte. Et puis bon, parfois il y a quelqu'un aussi qui à un moment donné même fait perdre, envoie le grand patron à la dérive, sans le savoir par ses actions, parce que les autres finalement disent, écoutez, si vous vous amusez, notre relation sociale nous dit de prendre un coup, donc on préfère préserver ça, mais au moins on a prévenu, bon, il faut le laisser avec son bon petit ou bien avec ceci, et on avance. À un moment donné, on se rend compte que c'est un tel ou une telle qui a réussi à induire en erreur le grand patron, parce que c'est lui en qui il avait beaucoup plus confiance. Donc en réalité, il y a plusieurs critères mis ensemble qui font que parfois l'aspect compétence prend un coup, parce qu'il y a un calcul électoral aussi. À l'arrière, il y a des gens qui ne sont pas nommés parce qu'on dit qu'ils sont incontrôlés et incontrôlables. Donc, on ne peut pas les nommer. Il y a des Burkinabés qui rasent les murs comme ça. Parce que, monsieur, vous êtes incontrôlé et vous êtes incontrôlable. On a besoin de vous, mais... dire, bon, moi aussi, ma personnalité est telle que c'est à prendre ou à laisser. Et puis la personne, bon, n'est pas nommée. Ou si on lui demande pourquoi elle n'est pas nommée, puis elle sourit que non, en fait, non, ça va venir. Non, en réalité, il y a ces réalités aussi qui cadrent avec les nominations au Burkina Faso. Parce qu'en réalité, ce sont des cadres beaucoup qui viennent des partis politiques aussi. Geoffroy Kambena dit que ça tient compte aussi souvent de celui qui opère ces nominations-là. Est-ce que la marge de manœuvre qu'on devrait donner à ces personnes qui nomment, c'est pas dans le choix de la personne plutôt que dans le critère, le profil de la personne qui doit occuper les postes? Parce que ce qu'on nous dit souvent, quand on prend par exemple l'exemple des ministères, on dit si le ministre n'est pas un technicien, s'il n'est pas du CIRAI, il faudrait que son secrétaire général par exemple soit un fin connaisseur des dossiers. Mais nous arrive même dans ce gouvernement-là qu'il y a des secrétaires généraux de ministères qui ne sont pas de la maison, qui sont des halogènes, comme on le dit, et tout porte à croire que la technicité n'est plus un critère. Attention, quand vous dites halogène ou n'est pas de la maison, il y a une différence. Il y a beaucoup qui ne sont pas de la fonction publique, mais qui sont des puristes, des domaines qui concernent notamment les secteurs pour lesquels ils viennent. Et souvent, le problème, c'est que quand vous venez du privé et que les autres qui sont là trouvent que vous venez d'ailleurs, des petits problèmes se créent. On dit, bon, c'est un domaine qu'ils ne maîtrisent pas, c'est ceci, c'est cela. Alors que d'expertise, parlant d'expertise, il n'y a pas de débat. C'est ça aussi la réalité. Mais vous posez un autre problème. Moi, je me rappelle que quand il n'y a pas si longtemps, il y avait des critiques qui fusaient au sein même du MPP sur la question des nominations. Quand vous prenez même les postes ministériels et tout, ils disaient on a mouillé le maillot avec vous, maintenant vous venez ouvrir les portes aux autres, on ne comprend pas. À la fin, c'est nous qui allons, c'est nous qui allons payer pour les choix qui ont été faits. C'est les choix du MPP. Il y avait cette grogne-là. Il y avait cette réalité-là. Il y a une base qui estime avoir beaucoup fait pour mériter être aujourd'hui aussi à la table du roi, on dira comme ça. Et que ceux qui n'ont pas bouillé les maillots, il y en a beaucoup qu'on voit. Parce que quand vous regardez aussi, moi je parle de nomination, c'est pas que ministère. Hein. Il y a beaucoup d'autres derrière, il y a les directions, il y a beaucoup d'autres choses. C'est des choses qui sont revendiquées. Parce que la vérité, c'est que sous nos cieux, la politique est vue comme un genre de passerelle. J'ai dit, il y a des gars, je suis désolé, sur lesquels vous trouverez difficilement comment écrire la partie profession. Vous ne savez même pas ce que le gars fait. Apparemment, dès que le politique, c'est son travail. C'est-à-dire, à part ça, le gars, voilà. C'est un politicard. C'est un politicard. C'est-à-dire, quand il y a problème, lui sort. Et quand il y a élection, on le voit partout. Après, c'est fini. Attendez qu'il y ait des problèmes, il sortira. Avec le t-shirt du parti, ça c'est son travail. Mais c'est des gens qui estiment qu'ils ont trop mouillé le maillot pour rester à côté. Mais si vous faites le choix de ces personnes-là, on ne vient pas en politique parce que, je sais pas moi, on veut s'en servir comme passerelle. Quand on finit, c'est pour servir son pays. Servir là, c'est quoi? C'est venir offrir quelque chose. Ça veut dire qu'on a des compétences. C'est ça le plus important. Et c'est à tous les niveaux, il y a plusieurs niveaux pour pouvoir servir. Maintenant, il faut aussi accepter que il y a des choix qui sont faits parce que il y a des profils qui sied le plus à ceci ou à cela. Maintenant, il ne faut pas aussi pour moi se mettre s'enfermer dans une bulle pour dire dans toutes les questions de mérite. Dans ce cas de figure, on arrête les élections, hein. On devient comme les anarcho-libéralistes qui demandent que la présidence soit privatisée, on fait candidature, on fait un entretien, on prend les meilleurs, les plus intelligents, on les met à Koussiam.
On fait un entretien, on prend les meilleurs, on met les ministres, les directeurs, on fait tout ça et c'est fini. On devient des anarcho-libéralistes, tout est une question d'objectif, de résultats, et puis on met les personnes qu'il faut, sans tenir compte de ce qu'ils disaient, sans tenir compte du fait qu'il y a une population qui doit faire un choix. Si ça, on ne peut pas le faire parce que la Constitution ne nous permet pas, donc, il faut que les personnes qui sont à côté... Mais je dis aussi qu'il faut accepter quelque chose, quand des gens sont élus, il faut leur permettre de faire des choix dont ils seront comptables après. Tout à fait. C'est ça qui est important. C'est pour ça que des fois aussi, quand j'entends non, telle personne doit démissionner, il y a plein de choses. Je dis, mais oui, mais pourquoi est-ce que vous ne voulez pas qu'on fasse le constat de leur incompétence? Et si c'est déjà avéré, si ça saute à l'œil? Mais on a des consultations électorales pour ça. Le problème, ceux qui disent ça, c'est ce que je dis souvent. Après, quand vient le moment de marquer sa décision dans les urnes, regardez leur petit doigt là, il n'y a rien dessus, il n'y a pas d'encre. Il est en train de taiser au quartier. Donc, quand vous trouvez que ce n'est pas normal, il y a des voies pour pouvoir faire changer les choses. Lorsque vous avez cette opportunité-là et que vous ne la saisissez pas, et que vous préférez faire le débat dans votre salon, en train de boire votre thé devant la télé, ou bien au quartier, c'est que vous n'avez rien compris. Vous n'avez pas compris le pouvoir que vous avez. S'il faut continuer à être élu avec 1 million de personnes, et puis les autres ils sont assis, ils ne savent que parler, c'est pas très compliqué. Dans la logique de ce que vous dites, fallait-il attendre que M. Bouddha, qui avait en charge la défense nationale, puisse gérer son ministère jusqu'à la fin, quand on sait qu'il y avait quand même des difficultés flagrantes qui étaient constatables. Mais ça, le manque de résultats, je crois que celui qui a été élu, quand il regarde, il sait qu'il en est comptable, il sait qu'on va lui tenir rigueur de cela après. Donc il y a des choix que vous faites. Mais je dis qu'il y a aussi un rôle qui est de contre-pouvoir, de dire ça ne va pas parce qu'on ne va pas laisser aussi les choses aller à la dérive jusqu'à attendre 5 ans après et puis dire qu'on va ramasser le pays en lambeaux. C'est pas de ça qu'il s'agit. Je ne dis pas que appeler à une démission ou quoi que ce soit c'est interdit ou quoi, c'est pas de ça que je parle. Mais je dis il faut quand même permettre une certaine latitude à celui qui a été élu de mettre en branle son équipe et puis d'être responsable des choix qu'il aura fait à un moment donné. Maintenant, on n'accepte pas aussi qu'il y ait comment dire cela, qu'il y ait de façon exacerbée c'est une réalité où vous vous rendez compte que les nominations ça ne concerne que un clan, les nominations ça ne concerne que comment dire cela, comme dans certains pays ça devient une ethnie, ça devient ceci, ça devient cela, ça c'est des choses qu'on ne peut pas accepter. Maintenant tout est calcul, tout est question de calcul. Pour moi le plus important c'est les résultats. Lorsque on voit que ça bouge dans une direction, on voit que ça bouge dans un ministère, il n'y a pas 36 appréciations qu'on puisse avoir. Aujourd'hui, il y a des ministres qui... Il n'y a pas besoin de discuter. Vous savez qu'ils sont en train de mouiller le maillot. Ils bougent les choses. Ils essaient de bouger les lignes. Ils essaient d'apporter des solutions aux problèmes qu'on a. Tout comme il y a d'autres aussi, vous savez que lorsque nous on a besoin d'eux, ils ne viennent pas parce que c'est parce qu'il y a scandale. Chaque fois que vous entendez parler de son ministère, c'est qu'il y a scandale. Le gars même, il n'aime pas parler parce que lui-même sait que c'est des problèmes. Il y a des gens qu'on connaît, c'est comme ça. Ils nous évitent. Mais ça, ils ne rendent pas service à celui qui les a nommés. Mais lui, il va payer aussi pour ça. C'est une réalité. Mais moi, je trouve qu'on est... Bernard, la question c'est comment encadrer tout cela, comment dépolitiser notre administration, comment faire en sorte que ce sont les meilleurs profils qui soient portés à la tête des institutions, parce que quelqu'un avait émis l'idée, il fallait faire en sorte que toutes les directions générales soient soumises à des tests, comment on appelle ça, des appels à candidature, entre autres. Quelle est votre idée, Bernard? Alors en fait, en ce qui concerne la dépolitisation de l'administration, je voudrais qu'on clarifie ce qu'on veut qu'on dépolitise. Est-ce qu'on déclare que tout administratif, donc tout fonctionnaire qui est dans l'administration burkinabé, ne peut plus faire partie d'un parti politique? En fait, c'est là l'enjeu. Maintenant, parce que c'est là-bas que vous allez aller chercher les militants, ce sont des militants des partis politiques qui sont en même temps ces cadres de l'administration. Depuis, vous trouvez un DAF, vous trouvez, je ne parle même pas de chargé de mission, parce que là au moins, beaucoup c'est les cadres, vous prenez un DAF, vous prenez un directeur des ressources humaines, vous prenez ceci, vous prenez cela, mais ce sont des militants des partis politiques. Alors, maintenant, parlant de dépolitisation, c'est faire en sorte qu'on n'affecte pas la salle de réunion
à un parti qui tienne, aux militants du parti qui sont dans l'administration qui tiennent leur réunion là-bas. On veut qu'on fasse en sorte que le fonctionnement interne ne soit pas caporalisé par un parti, voilà, mais que sur le plan professionnel, qu'un militant de l'UPC ne bloque pas un dossier parce qu'il n'est pas au pouvoir, qu'un militant MPP aussi ne fasse pas un choix complaisant dans les dossiers à confier, parce que moi je suis du MPP, lui il est du CDP, donc je ne peux pas lui confier le dossier, il est compétent, mais parce qu'il peut avoir des faveurs. Non, c'est à ce moment-là qu'on parle de dépolitisation. Sinon, mais ça va être une vue de l'esprit. Parce que ce sont les mêmes qui sont dans les partis politiques. Mais quand on entend certains parler... Donc les colorations politiques se déteignent forcément dans l'administration. Par moment, oui. Mais vous avez vu que, si ma mémoire est bonne, ça doit être à Yalagdo. Un DAF a été nommé, c'est juste une place, ça doit être Yalagdo. Un DAF a été nommé, mais n'a pas pris fonction. Ça rendu compte que c'était un cadre d'un parti politique de l'opposition qui avait été tête de liste ou bien qui était dans une bonne position à la députation de 2015. Donc, je dis, ah non, celui-là, il vient là-bas, ça ne nous arrange pas parce que, puis tac, le conseil des ministres, suivant 2 semaines après, ben, il a été remplacé. Donc, je peux me tromper de service, mais c'était dans ce gouvernement-là. Alors, mais on l'a vu, parce que là, il y a un critère déterminant qui est là. On préfère un cadre du parti compétent à une autre compétence, mais qui relève de notre parti compte tenu des enjeux et de ce qu'on veut. Voilà. Maintenant, par rapport à cette dépolitisation, comme je l'ai dit, c'est effectivement de préciser les conditions dans lesquelles quelqu'un qui est militant d'un parti politique et qui travaille dans une administration, société d'État, je ne sais pas moi, ministère et tout, ne puisse pas, au nom effectivement de son parti politique, poser des gestes pour bloquer certains dossiers parce que c'est en ce moment-là que je pense puisse contribuer. Sinon, mais certains parlent du fait que c'est comme si le cadre n'a même pas le droit de militer dans un parti politique. Alors que non, mais vous n'allez trouver ça nulle part ailleurs. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Maintenant, c'est comme je l'ai dit, comme trouver c'est là que les réunions se tiennent, c'est ceci, et puis il y a de la discrimination dans le choix des dossiers à confier, il y a un dossier à confier à quelqu'un, il y a ceci, non, parce qu'il y a une compétence qu'il faut valoriser. De mon point de vue, à ce niveau-là, il ne devrait pas avoir de problème. Là, on met en avant les critères de compétence, de méritocratie, parce qu'il s'agit de gestion de dossiers pour la République, pour la nation, ce n'est pas pour le parti. Parce que vous êtes là au service d'abord d'une République, au service d'une nation, avant de dire je préfère mieux servir sous le couleur du parti du cricket ou du marguerite. Voilà. Mais ce n'est pas, quand il s'agit maintenant de traiter le dossier, c'est la technicité et les compétences qu'on doit pouvoir mettre en avant. Donc, et l'autre volet, faut-il recruter les directeurs généraux des institutions par appel à candidature? Mais justement, mais il y a les hommes politiques sont très méfiants. Et ça, c'est tous les hommes politiques sont très méfiants. Ça, c'est le critère le meilleur critère pour avoir les meilleures compétences et tout. C'est l'un des meilleurs critères. Il n'y a pas de critères perfectionnés au monde. Parce que même par recrutement, par concours, il y en a qui arrivent à passer par les mains du filet. À un moment donné, vous vous rendez compte que bon, le jury s'est trompé, c'est possible. Comme l'a dit le prélat, le Saint-Esprit, les hommes ont dévancé le Saint-Esprit dans le choix des prélats. Voilà. Donc ça dit qu'ici, concours, oui. Mais les hommes politiques, j'ai dit tout bord confondu, tout parti politique confondu, il y en a qui se méfient parce que, effectivement, dans cette affaire, beaucoup de gens peuvent venir qui ne relèvent pas de vous, qui ne veulent pas répondre également des injonctions du parti. À un moment donné, il y a une réunion du parti parce qu'il y a de la contribution à faire quand vous êtes un militant du parti. Vous n'avez pas la même cotisation. Si vous êtes un directeur général, vous n'avez pas la même contribution si vous êtes un militant de base à Karpala ou vous débrouillez dans un atelier. Et puis vous êtes militant, vous n'avez pas le même niveau de contribution. Donc il y a des cotisations qui sont également faites, il y a des contributions qui sont faites pour des activités en fonction de votre rang. Donc à un moment donné, si vous n'avez pas ces cadres-là également qui puissent contribuer sur la base de ce qu'il gagne, qui n'est pas dit de ponctionner dans les caisses, sur la base de son revenu, effectivement, il y a problème. Donc les uns et les autres sont même très méfiants par rapport à cela parce qu'ils peuvent perdre le contrôle de certains cadres à un moment donné, ou bien vous vous retrouvez avec une administration que vous ne contrôlez plus. Vous avez parfois de très bons chantiers, de très bons projets, mais quelqu'un bloque aussi parce que ça ne va pas vous arranger ou ça ne va pas l'arranger. Donc même les hommes politiques, ce n'est pas eux tous.
Mais il y en a qui sont très méfiants vis-à-vis de ce recrutement par concours. D'accord. Votre réaction? Oui, je crois aussi qu'il faut faire la part des choses. Pour moi, il y a des niveaux qu'il faut comprendre. Tout à fait. Ça veut dire que, j'ai dit, vous êtes élu sur la base d'une vision, d'un programme. Et vous avez un noyau dur qui travaille à ce que cela aille jusque vers le bas. Mais à un certain niveau, c'est les compétences qui permettent de pouvoir implémenter tout ça. C'est-à-dire que votre vision et tout, comment ça prend forme, comment ça s'exécute. Il y a des gens qui ont des capacités pour cela, qui sont des techniciens du domaine. Et donc, là, à ce niveau, on parle de mérite. Ce n'est plus, c'est-à-dire que vous n'allez pas mettre à toutes les directions des gens qui sont dans votre parti. Au nom de quoi? Mais évidemment, vous avez la latitude de choisir qui vous voulez comme ministre. Que vous preniez un gouvernement qui soit à 100% des gars de votre parti, bon, c'est pas notre problème. Dans tous les cas, vous allez payer pour ça après. Mais à un certain niveau, il y a une question de compétence et là, ça devient non négociable. J'ai dit qu'il faut faire la part des choses. Voilà pourquoi j'ai dit que même quand on parle de nomination et tout, pour moi, il y a des niveaux, il y a des latitudes. Il y a des latitudes qui sont celles de celui qui a été élu parce qu'il doit implémenter quelque chose. Maintenant, arriver à un autre niveau, c'est une question de compétence. Il n'a pas donné une coloration politique à tous les postes, c'est pas comme ça. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, on s'est dit bon, les questions de direction, il faut candidater. Et puis, il faut expertiser, auditer les CV qui viennent et puis prendre les meilleurs. C'est parce qu'on sait que c'est des postes qui sont techniques. D'accord. Voilà notre regard sur cette question, le sujet, sur la question de nomination de notre pays, les remplacements aussi souvent jugés inopportuns par certains travailleurs. Alors, on aura certainement l'occasion d'y revenir pour porter également un meilleur jugement à cette émission du tribunal de l'actualité. À présent, on va porter un jugement maintenant sur la situation des 83 agents dont le test de recrutement au compte de la CNSS avait été annulé en 2018 pour des présumés fraudes. On sait aussi la suite que le Conseil d'État avait annulé, cassé, on va dire tout simplement, la décision de remettre en cause ce recrutement-là. Alors après une année de lutte, les 83 agents ont estimé que trop c'est trop, ils ont trop attendu, ils ont décidé de battre le pavé, ils ont été en sit-in plutôt au niveau de l'institution, la caisse, et pour exiger leur intégration. Alors, quel est le regard qu'on peut porter après une année de ce que cette affaire en tout cas occupe les médias? Benabougouma, faut-il soutenir ou comprendre l'action de ces agents qui, à l'occasion d'une conférence de presse, avaient annoncé qu'ils avaient pris service à cette occasion, sans même intégrer l'institution? Bon, en fait, c'est devenu une patate chaude. Et comme par prémonition, le directeur général de la CNSS avait dit en son temps, lors du passage du représentant du syndicat, que le directeur avait dit que comme c'est déjà acté, c'est mieux de laisser faire. Et les prochains recrutements, ils vont faire l'effort de la transparence et se conformer au texte et puis veiller davantage pour que il n'y ait pas de fraude, effectivement, ni d'irrégularité. Bon, c'était une fin de non-recevoir qui a été opposée pour dire non, il faut régler ça ici et maintenant. Donc effectivement, un bon juriste, le directeur général avait pris la mesure des choses. Alors aujourd'hui, nous sommes dans deux cas. Le premier cas est qu'il y a eu des irrégularités, quelqu'un a payé par son poste, il y a une procédure également qui est en cours pour ça. Ça, c'est un autre dossier. L'autre dossier, il y a des gens qui ont été déclarés admis à un concours, à qui on a appelé pour venir commencer en attendant l'aboutissement des enquêtes de moralité de la gendarmerie et tout. Et donc, qui ont commencé, qui estiment que si on leur dit de repartir à la maison, parce que on leur dit de repartir à la maison, sans prouver que eux tous sont dans ce mécanisme de fraude, c'est une grosse accusation, et donc ils estiment que leurs droits ont été lésés, donc ils demandent réparation. Et puis bon, le juge a tranché. Donc en attendant que l'autre procédure pour situer les responsabilités par rapport à l'irrégularité du concours soit située, mais il y a des gens à qui la justice burkinabé aussi a donné raison. Si force reste à la loi et qu'on se réclame républicain et qu'on se plie aux décisions de justice, moi je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il faut traîner avec ça. C'est une justice qui a été rendue. On se plie. Maintenant il y a un autre dossier qui est là, qui doit effectivement se poursuivre. Et si dans cette procédure, dans les enquêtes, il est avéré que parmi les admis, il y a un et on a les preuves formelles, matérielles, oui, force reste encore à la loi et puis on avance. C'est petit à petit.
avec nos erreurs et avec nos forces, des faiblesses, qu'à un moment donné, on va arriver effectivement à parfaire la machine démocratique. Parce que tous ces éléments mis ensemble contribuent à parfaire la machine. Donc je pense que, étant donné que nous sommes dans un système où il ne devrait pas avoir de 2 poids 2 mesures, s'il doit forcément rester dans la loi, mais on y va. On respecte la décision de justice. Mais comme je l'ai dit, il y a une réalité qui est là. Donc, qui est là et qu'on doit gérer. L'enquête, la procédure judiciaire par rapport aux irrégularités doit également aller jusqu'au bout. Maintenant ici, il y a des gens qui attendent d'être employés, qui ont eu un concours, donc qui ont resté en justice, qui ont gagné, mais il faut les laisser travailler. À Sapone, quand le juge administratif a donné le maire de Sapone travail, je crois que celui de Gourcy, celle de Gourcy également travaille, mais ce n'est pas la même justice. Non. Mais pourquoi ici on n'applique pas depuis des mois? Non, il n'y a pas de raison. D'un point de vue, si tu tentes une décision de justice, on la respecte. S'il y en a qui disent, ils ont fait, je pense que la CNSS d'ailleurs a fait appel. Et en appel, la CNSS a encore perdu. Donc, moi je ne vois pas où se trouve le problème. Parce que la CNSS a fait appel de la décision et a perdu l'appel. Donc ça dit que ce n'est pas une affaire de sursis à exécution ou de je ne sais pas moi, non. La justice a été rendue. Je crois quelle est votre lecture de la situation? La CNSS qui traîne les pieds à intégrer ses agents, les recrues aussi, les admis qui tiennent bon. Votre regard? Bon, c'est triste. Parce que vous savez, quelqu'un qui cherche son boulot depuis fort longtemps et puis il parvient à avoir un boulot avec les mains propres, sans avoir graissé qui que ce soit, comme ça se fait souvent et qu'on sait, et c'est la frustration la plus grande, ça c'est clair. Maintenant on ne peut pas décider de mettre, c'est 83 ou c'est 84, je ne sais plus. 83. C'est 83, moi je pensais que c'était 84, on ne décide pas de les mettre tous dehors sans avoir porté la preuve pour chacun qu'il y a un problème. Il y avait des suspicions sur un cadre qui faisait rentrer, c'était le directeur des ressources humaines, qui faisait rentrer sa famille. Mais je ne pense pas que les 84 soient les membres de sa famille. Tout à fait. Donc, c'est-à-dire qu'on ne crée pas, on ne règle pas, on ne fait pas de la justice en faisant de l'injustice. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Il faut pas être juste en se disant que ce monsieur-là n'a pas le droit de faire entrer toute sa famille à la CNSS et en étant injuste, en barrant certaines personnes qui par leurs propres moyens ont parvenu à avoir un concours de façon assez propre. Donc ça pose un véritable problème. Et moi, je pense que ce matin, quand je faisais la matinale info, je passais encore l'élément sur leur manifestation. Ils disaient que prochainement, ils viendront avec leurs familles s'asseoir là-bas parce qu'ils n'ont plus les moyens pour payer leur loyer. Ils ont beaucoup d'espoir sur le fait qu'ils aient été recrutés à la CNSS. Ils sont à bout. Donc ils vont venir s'asseoir là-bas maintenant chaque matin avec leur famille. Et ils seront des cas sociaux, ils vont s'asseoir là-bas, ils vont se gérer ensemble. C'est une réalité. Maintenant, quand il y a une décision de justice qui est rendue, elle doit être respectée, d'autant plus qu'il y a un appel qui est fait, comme Bernard le rappelait tout à l'heure, et la CNSS n'a pas eu gain de cause. Mais ça me rappelle aussi toute l'approche qui était celle du responsable de la CNSS qu'on recevait ici après les syndicats. Je ne sais pas si vous vous rappeliez, il a dit c'est déjà fait. Le plus important, c'est de voir comment on essaie de réduire au maximum les dégâts. Mais je pense qu'il n'a pas été entendu. C'est comme qui disait, tu as eu tort de t'excuser, tu as eu tort de reconnaître ta faute, et ta deuxième erreur est d'avoir eu tort de t'excuser. Alors, vous l'aurez compris, on invite les responsables de la direction de la CNSS à respecter la décision judiciaire. Si ces agents doivent être intégrés, il faut le faire et vite. Merci à tous les deux, Geoffroy Baraben Abougma, merci à tous ceux qui nous ont suivis. On vous retrouve demain jeudi pour la 4e convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.